Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette séance de la Vénus électrique qui, il y a quelques semaines, avait fait l'ouverture du Festival de Cannes. Donc on a découvert il n'y a pas longtemps, il était sorti à peu près en même temps. Pierre Salvadori, en effet, comme le rappelle Jean-Paul, est l'un de nos plus précieux auteurs de comédie. La comédie, c'est un genre constitutif très important en France. C'est un des grands genres du cinéma français, la comédie. Elle n'a pas toujours été bien représentée, surtout dernièrement. On peut dire que quand même, depuis les années 90, la charnière 90-2000, elle a été beaucoup phagocytée par la télévision, les financements télé, une certaine esthétique de la télévision aussi, tout un personnel même d'acteurs souvent très talentueux qui viennent de la télévision et qui ont entraîné comme ça une captation de la comédie par l'esthétique télévisuelle en grande partie qui a créé beaucoup de déconvenues, je trouve, dans ce qu'on estime être la comédie populaire en France. Il y a une fausse image du populaire qui est apparue, qui est parfois un peu méprisante, un peu compliquée. Et Pierre Salvadori échappe à tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui a su, à travers les années, maintenir une exigence d'écriture, des thématiques, une vision, une idée de la comédie comme ça, et un désir d'en faire quelque chose qui est tout à fait notable. Pierre Salvadori, il est né en 1964, je crois. Il a commencé un peu dans l'univers du café-théâtre, de la scène, de la comédie comme ça à Paris, et puis il a écrit un premier long-métrage en 1993 avec Marie Trintignant, Jean Rochefort, etc., qu'il a lancé. On a très vu, c'était Cible émouvante, pardon. On a ensuite eu son second, Les Apprentis, 3 ans plus tard, qui est peut-être son grand film, le film qui est resté, qui a beaucoup marqué, avec Guillaume Depardieu, qui a vraiment lancé la carrière de Salvadori. Et puis ensuite, il y a eu une bonne douzaine de longs métrages jusqu'à aujourd'hui. Le dernier, c'était en 2022, La Petite Bande. On se souvient même en 2018, Dans Liberté, avec Adèle Haenel. Il a fait travailler toute une galerie de grands acteurs français. Et chez Salvadori, il y a cette idée assez traditionnelle, assez canonique de la comédie, comme bien sûr valse des apparences, changement de costume, changement de visage, etc. Surtout une idée du dialogue qui en passe beaucoup par le mensonge, la mystification. Ça, c'est un des grands thème du cinéma de Salvadori, comment on se crée entre une petite bande de personnages un espace comme ça de mensonges, d'illusions, qui fait malgré tout que le jeu des sentiments et les passions amoureuses finissent par se retrouver, se relier en utilisant tout un jeu de masques. Alors ça a été des films comme De vrais mensonges, Comme elle respire, etc. L'idée du mensonge comme ça imprègne évidemment son cinéma. Et surtout celle que, entre personnages amoureux qui se jouent la comédie des sentiments, on se crée une sorte de réalité alternative, un monde comme ça imaginaire qui permet, à travers l'illusion et le mensonge, de se dire pas à pas la vérité ou de la reconnaître au bout du chemin. Alors un des maîtres de Salvadori, je ne l'invente pas, c'est lui qui le dit à longueur d'entretien, il le cite beaucoup, c'est Lubitsch, Ernst Lubitsch, qui est une des grandes figures cinéastes d'origine allemande, un Berlinois, qui est ensuite passé à Hollywood et qui est une des très grandes figures de la comédie au cinéma. On lui doit la comédie sophistiquée telle que il en a laissé sa trace à Hollywood avec des films comme Haute-Pègre, To Be or Not To Be, etc. Des grands classiques de la comédie, et Salvadori ne cesse de s'en revendiquer. Alors, La Vénus électrique, vous allez le voir, c'est un film qui nous replonge dans le Paris de la fin des années 20, de l'entre-deux-guerres, dans un milieu d'abord forain, et puis ensuite
dans une comédie de personnages et de sentiments que je ne vais pas vous dévoiler, mais qui mobilise à la fois un imaginaire, un genre d'époque en costume tout à fait étonnant, vous allez le voir, et puis ensuite qui va dessiner comme ça, qui va faire jouer quelques figures amoureuses dans une sorte d'équation à une inconnue, et avec des positions variables. Tout l'intérêt de cette comédie, c'est que elle se joue entre... Je vous en dis pas grand-chose, mais entre deux époques, entre le passé et le présent en quelque sorte, hein, et que c'est un jeu amoureux à différents niveaux qui rebat les cartes à chaque fois qu'on passe d'une époque à une autre. Et c'est très intéressant la façon qu'a Salvadori ici de mettre la variable du temps, pour reprendre un petit peu la métaphore mathématique de l'équation, avec cette variable du temps et des époques qui permet d'augmenter et de rendre encore plus étonnant le jeu de masques. Voilà, donc j'en dis pas plus pour ne pas dévoiler la surprise. On regarde la Vénus électrique, et puis comme on en a l'habitude, pour ceux qui le souhaitent, je livrerai une petite lecture du film à la fin, avec des pistes d'interprétation, etc. Et évidemment, tout cela ne sera que le prélude à une discussion générale où vous serez invités chaleureusement à prendre le micro et à donner toutes vos impressions, comme on le fait à chaque fois. Donc je vous souhaite une très bonne séance, et puis à tout à l'heure. Voilà, c'était donc la Vénus électrique que nous avons vue ou revue ensemble. Est venu, comme je vous l'avais promis, le moment de livrer une petite interprétation du film qui servira ensuite de tremplin à nos débats, voilà. Et donc on est parti. Je pense que c'est assez évident quand on voit ce film-là qu'on est devant autre chose que ce que nous propose la comédie française habituelle. On a une élaboration dans l'écriture, dans la pensée du film, dans le tissu de référence, dans la sophistication de l'écriture qui présente une autre conception du spectateur et un autre jeu possible avec le spectateur que, je dirais, les cocoricots, les qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, la comédie telle qu'elle se présente d'habitude. Ici, moi, je rapprocherais un peu, j'ai dit que Pierre Salvadori était l'un de nos meilleurs artisans de la comédie actuelle, je dirais, avec quelqu'un comme Bruno Podalides, par exemple, qui propose un autre type de comédie un petit peu plus élaborée, et on va essayer d'expliquer un peu pourquoi. Alors, il y a d'abord ici la référence historique. C'est une comédie, oui, mais c'est un film d'époque, un film à costume. Alors voilà, on est dans les années 20, plutôt vers la fin des années 20. Le film commence dans une foire. Il y a donc une question de décor, de reconstitution, et on n'est pas du tout dans une comédie à petit budget, hein. Au contraire, il y a ce qu'on appelle de la production value. Il y a du décor, il y a des costumes, il y a on a comme ça un certain niveau de production quand même qui est assez notable, avec des vues sur le Paris depuis la foire de Saint-Ouen dès le début, quand on a un des forains qui fait un saut piqué, on a tout le décor qui apparaît. Il y a une certaine quand même une certaine solidité de la production. Bon. Univers forain dans lequel nous projette immédiatement Pierre Salvadori à travers le numéro que joue l'héroïne Suzanne, celle à travers le regard de laquelle on va découvrir toute cette histoire. Suzanne qui est une sorte de fée électrique, qui se prête tous les jours à ce numéro où elle se fait électrifier sur scène en donnant un baiser aux spectateurs qui le veulent. C'est une mise en scène de l'amour, un numéro comme ça qui est censé un peu émoustiller les spectateurs ou les faire fantasmer ou les entraîner comme ça sur le terrain du coup de foudre, dans
dans cette thématique-là. Et évidemment, Salvadori nous montre l'amour artificiel tel qu'il est produit sur une scène. Il nous met directement en contact avec les trucs et les artifices en nous montrant voilà, le technicien qui branche l'électricité, tous les trucs, quoi, tous les rouages un petit peu de la machinerie, comme il filmera typiquement la roue à l'arrière de l'attraction, hein, qui permet de la faire fonctionner, et même ensuite, dès que l'intrigue s'enclenche dans la roulotte de la voyante Claudia, où Suzanne reçoit par erreur le client ivre joué par Pio Marmaille, Antoine, le peintre désespéré parce qu'il a perdu son amour, même là, Salvadori nous met directement du côté des trucs, de la fabrication de l'illusion, avec la petite soufflerie qui permet de faire croire à une présence. Plus tard, ce sera les lentilles qui donnent un regard possédé à la voyante. Voilà, donc on est justement du côté de ceux qui... On est dans les coulisses, on est du côté de ceux qui fabriquent l'illusion. L'illusion, ça se fabrique. Hein, les forains, et Suzanne en particulier, ce sont les artisans voilà, qui fabriquent l'histoire, qui fabrique de la croyance, si on veut bien, et cet amour un peu fantasmé de la Vénus électrique qui est une pure fabrication de décors, etc. Et ensuite, à partir de cette illusion, à partir de cet amour artificiel, de cet amour tel qu'il est vendu dans les foires, il s'agira d'arriver pas à pas au véritable sentiment qui va remonter par toute une série de constructions, de mensonges, de mystifications, de transferts, etc. entre les personnages. Et ça va être justement toute l'arc, toute la construction du film que de nous amener à la révélation finale de l'amour véritable. Et on verra un petit peu sous quelle forme ça se fait. Mais on part de l'artifice, hein, pour le déplucher petit à petit et arriver finalement à la prise de conscience du personnage d'Antoine qu'un amour véritable se cachait là-dessous. Bon, alors ça c'est pour le cadre un peu général, mais c'est intéressant la façon dont Salvadori nous met du côté de Suzanne, nous met du côté de ces ouvriers de l'illusion, de ces fabricants de l'artifice que sont les forains, parce que quelque part ça fait référence bien sûr évidemment à lui comme cinéaste, au cinéma qu'il pratique, à cette comédie qu'il travaille lui aussi comme un artisan, et il nous en montre les trucs, il nous en montre les rouages, les astuces, etc. Il y a évidemment une filiation, une identification très forte entre Suzanne et le cinéaste de comédie, entre Suzanne et Salvadori. Voilà, ils sont évidemment sur une même longueur d'onde. Même si il y a le personnage d'Antoine qui est un peintre, donc un artiste, on sent que Salvadori s'identifie beaucoup plus à Suzanne qui va évidemment fabriquer cette illusion, un personnage non dupe finalement, celui qui manipule un petit peu les apparences et puis qui va finir par être frappé lui aussi d'un sentiment vrai, hein, puisque Suzanne va tomber amoureuse d'Antoine en cours de route, et on va voir comment. Donc ça c'est une première chose, c'est le premier terrain, on va dire, sur lequel on danse. Et puis, ça en amène très vite un autre, dans le sens où, évidemment, Suzanne rencontre quelqu'un qui a besoin de quelque chose, qui éprouve un manque, qui a perdu la femme qu'il aimait, et qui a besoin d'un substitut à cela. Et elle se glisse dans ce substitut, elle prend la peau comme ça de cet amour perdu. Et là encore, il y a un accessoire important, c'est qu'elle va... Bon, on voit un petit peu, encore une fois, comment la voyante se renseigne, essaye de trouver des informations sur ses clients, en leur fouillant dans les poches, etc., en trouvant le nom, en se servant de encore une fois, d'artifices. Et puis elle va trouver, évidemment, le journal intime de la morte, de la disparue, Irène, jouée par Vima Laponce. Et à partir de là, on a une sorte de deuxième couche. Alors on avait d'abord, vous savez, les rouages, les artifices
de l'univers forain. Et puis maintenant, on a carrément le journal intime qui est presque le scénario que Suzanne va suivre, hein, page après page, pour à la fois entretenir l'illusion auprès d'Antoine, mais en même temps qu'elle va dévorer quasiment comme une sorte de feuilleton, hein, dans lequel le film va plonger lui-même, puisqu'il y a toute une série de flashbacks en montage alterné avec le présent de l'histoire qui nous est racontée. On remonte aux origines de cette histoire, quasiment 10 ans auparavant, hein, à la fin de la Première Guerre mondiale, quand voilà, tout ce petit monde de modèles, d'artistes, crève la faim, de galeristes, etc., se rencontrent justement dans le Paris de l'après-guerre. Donc on a un film ici qui ne cesse de mettre en abîme sa propre écriture d'une part, et tous les procédés d'écriture possibles. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a à la fois la comédie et son laboratoire. Alors ça, est-ce qu'évidemment, Suzanne, elle a le scénario entre les mains, ça lui permet de rester maîtresse des illusions, mais ça ne va pas évidemment se passer comme ça jusqu'au bout. Mais il y a toute une dimension de la Vénus électrique qui est le récit scripté en quelque sorte, hein, puisqu'il y a même à un moment le personnage d'Armand, joué par Gilles Lelouch, qui va confier à Suzanne un petit scénario griffonné sur un bout de papier. Hein, vous voyez que le film ne cesse comme ça de mettre en scène sa propre écriture, et l'écriture en elle-même en quelque sorte, hein, qui va régir comme ça les rapports entre les personnages. Ça, c'est des procédés de comédie, c'est l'illusion comique de Corneille, si on veut. Hein, c'est toute cette mise en abîme qui a traversé le théâtre classique, la comédie classique, canonique. Et on pourrait voir dans le film aussi une façon de rassembler tous ces types de comédies. On a dit l'illusion comique de Corneille qui nous renverrait au XVIIe siècle. Il y aurait les années 20, dans lesquelles se passe le film, qui sont les années du burlesque et du slapstick, justement de tout ce cinéma comique qui sort des tréteaux de la foire et auquel Salvadori fait évidemment un clin d'œil. Et puis il y a aussi, évidemment, on a parlé de Lubitsch au début, ça reste la référence principale de Salvadori, mais il pense beaucoup à la comédie classique hollywoodienne aussi dans le film. Cette comédie classique hollywoodienne qui est citée littéralement dans le flashback quand Armand rencontre Irène, qui s'installe dans un petit réduit et qu'il tend d'une sorte de rideau comme ça à pince entre les deux lits. Bon, alors là, tous ceux qui ont vu New York Miami, It Happened One Night de Frank Capra dans cette salle, je pense qu'ils existent, se rappellent de cette scène quasiment à l'identique, hein, dans le film de Capra, entre Claudette Colbert et Clark Gable, qui traversaient tous les États-Unis ensemble et qui installaient dans leur chambre ce qu'ils appelaient un mur de Jéricho. Voilà, donc pour évidemment que c'était les conventions du code Hays, du code d'autocensure de l'époque, qui permettaient à la comédie de parler de sensualité, de désir, etc. Ce qui est évidemment ici aussi l'objet de Salvadori, mais tout ça pour rappeler à quel point le film est aussi un feuilleté de références habité par toute cette histoire de la comédie, hein, qui va, comédie classique hollywoodienne, slapstick des années 20, on va même jusqu'au théâtre classique, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a toutes ces dimensions évidemment qui se mélangent. Bon, on l'a dit, l'écriture est montrée par la mise en scène, elle est exhibée, les rouages sont présentés aux spectateurs, et pourtant quelque chose de la comédie des sentiments, de ce jeu de masques, de ce jeu d'illusions, va s'actionner. Pourquoi ? Parce qu'on a un quadrille de 4 personnages. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une équation, et vraiment, ça c'est la comédie, hein, de voir comment ça circule entre les personnages, comment on change de place, comment ça bouge à l'intérieur du jeu des sentiments, et évidemment, tout le monde change de rôle, tout le monde change de déguisement, etc. Bon, j'insiste pas là-dessus, mais ce qui est intéressant ici, c'est que dans le quadrille,
il y a une différence de temps, et puis surtout, il y a la place du mort, si je puis dire, ou la place de la morte, pour accorder correctement. Et évidemment, tout le jeu ici, ça va être de faire circuler les sentiments dans ce groupe de personnages où il en manque une et où une autre prend sa place. Voilà, puisque évidemment, Suzanne prend la place d'Irène, elle se substitue à elle, et ce qui est très intéressant, c'est que par le dispositif de l'écriture, par ce carnet qu'elle est en train de lire, elle voit Antoine à travers les yeux d'Irène et éprouve donc évidemment les mêmes sentiments pour lui. Ce jeu sur les époques avec les flashbacks et le montage alterné, ça sert évidemment à créer toutes sortes de rimes, toutes sortes de symétries, de retours, de répétitions qui font évidemment le carburant, le jeu de la comédie. Alors ça, voilà, c'est encore une fois pas tellement la peine d'insister là-dessus, mais ce qui va être intéressant, c'est évidemment comment les sentiments basculent à l'intérieur du groupe. Ils ne restent pas fixes, évidemment. L'un est amoureuse de l'une, qui tombe amoureuse de l'autre, etc. Et puis ça saute même entre les époques. C'est un jeu qui se reflète entre les époques. Et ce qui va être intéressant, c'est aussi comment Salvadori prend au sérieux le contexte dans lequel il s'inscrit, le contexte des artistes, la peinture de l'époque, peinture des années 20. On a parlé de l'écriture, mais il y aura aussi cette autre sorte d'écriture qui est le dessin, qui va jouer un rôle, puisque parfois l'expression des sentiments ne tient qu'à la façon dont on passe par le regard de l'autre, et comment on s'infiltre dans le regard de l'autre, et comment quelquefois l'expression artistique permet de médiatiser ce qu'on ne peut pas se dire. Témoin toutes les scènes où les personnages sont amenés à faire le portrait de l'autre, amenés à dessiner à travers les conseils de l'autre, etc., et qui sont des façons de s'avouer aussi ce qu'on n'ose pas, ou ce qu'on a des pudeurs pour se dire. Donc ça, c'est intéressant. Il y a notamment toute la scène où, dans le cœur d'Irène, jouée par Vimala Pons, il y a une bascule entre Antoine et Armand. Elle aime moins Antoine, elle se détache de lui, elle bascule vers Armand. Et c'est toute la scène où, attablé, Armand avec sa grande serviette, etc., est dessiné par les autres. Et c'est leur séparation qui est en train de se jouer. Et surtout, le regard d'Irène qui est beaucoup plus défensive, beaucoup plus... elle fait l'éloge des traits d'Armand, tandis qu'Antoine, lui donne des traits durs et compliqués, etc. Donc voilà, par le dessin, par les tableaux, les toiles, c'est toute la rencontre aussi entre Irène et Antoine, passe cette expression des sentiments. Donc... voilà, alors là, on a affaire à des procédés de comédie classique, répétition des mots, le fait que dans le passé, c'est-à-dire la rivalité d'Armand se rejoue dans le présent aussi, en tout cas Antoine le croit, puisqu'il va assister à la scène à laquelle il n'avait pas été présent auparavant, c'est-à-dire surprendre dans la roulotte ce qu'il croit être une aventure entre Suzanne et Armand, etc. Enfin, vous voyez, c'est une spirale, quoi. Ça n'arrête pas de se rejouer, d'être repris d'un côté, de l'autre. Bon, des procédés de comédie qu'on connaît bien et que maîtrise Salvadori dans une écriture qui est très joueuse, une écriture qui sait installer une scène, creuser les enjeux de la scène, lui donner aussi parfois une dimension physique. Quand Armand pose nu et qu'il est découvert comme une sorte d'angelot, à ses débuts, ce qui raconte les débuts d'artistes crève la faim un petit peu, où on est obligé de faire le modèle. C'est jamais parfois très voisin de la prostitution, puisqu'on comprend à un moment que Armand fait le gigolo, etc. Donc il y a aussi Salvadori a appris de Lubitsch que l'un des carburants de la comédie, c'est aussi le besoin des personnages, c'est ce qui leur manque, c'est aussi l'intrication des sentiments et des intérêts. Et ce, dès le début du film, puisqu'il y a un pacte qui est scellé entre Armand et Suzanne, un pacte financier. Si Suzanne encourage Antoine à peindre, elle sera rétribuée. Il y a donc, face à la circulation des sentiments, une autre contre-circulation qui est celle de monétaire, celle de l'argent. Et ce sont deux flux un peu contradictoires, deux flux antagonistes
qui se mélangent, qui se tissent, etc. Et qui, voilà, le flux d'argent d'un côté, le flux des sentiments de l'autre, lequel en sortira vainqueur. Bon, voilà, ça c'est un petit peu ce qui se produit dans le film. À travers ça, Salvadori, il est connu aussi pour être quelqu'un qui fait de la comédie un usage assez particulier, bon, dans le sens où il en connaît les codes, il en connaît les fonctionnements, il en maîtrise l'écriture, et on l'a vu, on l'a évoqué par bien des aspects, mais aussi il fait surgir quand même au cœur de toute la gaieté, l'allant, le côté enjoué du film, il fait surgir des motifs un peu plus dépressifs, des choses un peu plus profondes, évidemment. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que tout le film, quelque part, traite de la mort, puisque c'est un petit peu ça qui est au centre du tableau. On peut se dire, c'est étonnant pour une comédie de faire surgir ça, mais Salvadori, on a évidemment l'habitude, et on l'a souvent remarqué dans son cinéma. Ici, bien sûr, il s'agit de faire le deuil d'un amour perdu, mais aussi le deuil d'un amour qui s'éteint au sein du couple, d'un couple qui bat de l'aile, comme on le voit au fil des flashbacks, où la relation entre Antoine et Irène n'était pas aussi idéalisée qu'Antoine veut le faire croire, mais on voit qu'il y avait quand même des variations au milieu de tout ça. Le deuil, le motif de la mort, qui est amené aussi par l'usure quand même du travail de Suzanne sur la foire, qui est une façon de se faire électrifier tous les soirs. C'est aussi une forme de mort lente, en quelque part. Elle en a des stigmates littéralement à la paume de ses mains. Il y aura la bouteille de laudanum à la fin, enfin le spectre de la mort, ne serait-ce que on l'a dit, de prendre la place de la morte, de prendre le masque d'Irène, d'éprouver à travers elle des sentiments qui lui sont inaccessibles. Il y a toujours cette distance qui joue. Bon voilà, Salvadori s'emploie quand même à faire remonter comme ça des motifs assez tristes finalement, des choses assez profondes, dures, du fond de la comédie. Il y arrive assez bien, je trouve. Donc on va dans quelques instants basculer du côté de la conversation, parce que comme vous le savez, j'ai tendance à être très bavard et je pourrais continuer comme ça longtemps. Mais je voulais pointer aussi pour moi, alors ça c'est pour moi tout ce qui est à mettre au crédit du film, je lui trouve aussi quelques limites. On n'est pas obligé de les partager, bien sûr, je ne veux pas les plaquer, mais ça servira probablement de terrain de discussion. J'ai parlé au début d'un film qui était bien produit, enfin produit en tout cas assez confortablement, qui a des décors, des costumes, etc. Et je trouve que par moments, il est peut-être un peu trop produit. Il menace quand même parfois de crouler un peu sous cet attirail, sous ce bric-à-brac de la foire qui est parfois un peu envahissant, sous, je dirais même, la propreté de son décor. Les vêtements sont très propres, etc. Enfin voilà, il y a quelque chose dans l'habillage général du film. On sent Pierre Salvadori. Parfois, quand on se reporte à ses premiers films qui n'étaient pas aussi bien dotés, on se dit, quelque part, il y avait une fraîcheur, une souplesse qui ici semble un petit peu crouler parfois, je dirais, sous le poids de la production. Et on se dit, est-ce que ce film n'aurait pas gagné des fois à être peut-être un petit peu plus artisanal encore, et voilà. Et pour moi, ça s'allie aussi à autre chose, à une autre remarque que je ferai, qui est de dire que Salvadori n'a jamais été un grand formaliste, et c'est pas ce qu'on lui demande, et c'est pas ce qu'il faut pour une comédie forcément, mais on sent parfois que le film est mis en scène de façon très serrée avec les dialogues. Les dialogues sont le moteur principal, les scènes sont montées à partir des dialogues, très bien, pour ça rien ne me choque, mais je trouve qu'on est parfois très près des visages, trop près des visages, et qu'on ne lâche pas cette dimension très serrée sur les personnages, ce qui met en avant la parole, mais on en oublie un petit peu l'espace parfois. Et des fois, la comédie, je trouve qu'elle a besoin d'espace, elle aurait besoin de nous décrire un petit peu plus
les lieux, la relation entre les corps, etc. Et je trouve que ça nous manque. Alors, il y a la scène très drôle où Pio Marmaille est suspendu à son filin parce qu'il a essayé de mimer un suicide. Et là, on prend un petit peu de champ, c'est pas mal. On voit que la comédie il gagne justement quand Salvadori prend un peu de champ, élargit un peu, nous montre. Et pour moi, le symptôme de là où ça marche moins, ce serait justement la scène où on comprend, c'est à la fin la mort de Vimalaponce, d'Irène, où il y a un bus qui débarque dans l'arrière-fond. Mais c'est flou, c'est trop, axé sur le visage de Gilles Lelouch, et on manque de ce champ qui nous permettrait d'embrasser une action, peut-être un peu plus dans sa continuité, un peu plus dans son... Voilà, moi je trouve des fois le film un peu trop sur ce réflexe d'être uniquement sur le visage de ses acteurs, et il y a une galerie de comédiens qu'on a envie de voir, qui sont plutôt bons. De Moustier, elle est excellente. Moi je trouve que c'est vraiment un bon quatuor d'acteurs, et puis même les seconds rôles sont très bien, et ça marche. Mais voilà, on se sent parfois peut-être un peu à l'étroit. Et puis je donnerais une toute dernière petite limite pour moi, mais bon, c'est très discutable, et peut-être qu'on peut... Peut-être que vous reviendrez dessus. Je parlais de la peinture tout à l'heure. Salvadori, il a le talent d'intégrer l'enjeu de peinture au film. Mais je trouve que comme on est dans les années 20, comme il se passe quand même énormément de choses avec la peinture à ce moment-là, comme il y a plein de courants, plein de mouvements, je ne vais pas les énumérer, mais on aurait bien aimé qu'il en fasse quelque chose, c'est-à-dire qu'il nous fasse un peu plus rentrer dans les enjeux de galeriste, d'exposition, qu'est-ce que c'est que la peinture moderne à l'époque, quels sont les conflits entre les post-impressionnistes et puis ceux qui s'engagent dans des mouvements un petit peu plus poussés, etc. Enfin bon, il y a quelque chose de la peinture qui n'est pas complètement investi par le film, je trouve. Je le charge pas pour ça, parce que je trouve qu'il a écrit quand même plein de scènes avec le dessin, dessiner sur le mur, faire le portrait, etc. Donc il n'évacue pas du tout la peinture comme enjeu réel, mais c'est un peu l'enjeu historique quand même. Ça se passe dans les années 20 et tout. Moi, j'aurais apprécié qu'il nous parle un petit peu plus des enjeux esthétiques de cette époque. Mais bon, voilà, c'est peut-être un détail. J'arrête là, et la parole, alors, oui, est partagée. Oui, je vais faire passer le micro, et du coup, je voulais rebondir peut-être, je prends la parole en premier, sur ce que tu viens de dire là, sur les années 20, effectivement. Je trouve que je suis assez d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que, d'une certaine manière, Salvadori, il a situé son histoire dans les années 20, parce que comme si c'était un moment où on pouvait encore montrer un personnage qui se laissait embobiner par une voyante. Enfin, il y a quelque chose de très naïf là-dedans. Pareil, dans la dimension foraine, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça passerait plus. Il me semble, si c'était situé de manière contemporaine. Alors, peut-être je me trompe. Enfin, voilà, tout ça pour dire que c'est peut-être de là que vient un côté peut-être un peu artificiel et un peu, je sais pas comment dire, plaqué, quoi. Mais j'aime quand même beaucoup, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le film, là, j'ai découvert. Et... j'aime beaucoup la manière dont il me semble qu'il parle aussi du cinéma. C'est-à-dire que il y a quand même cette mise en jeu, de l'artifice, de la croyance. Il y a un personnage à un moment donné qui dit, je me souviens plus, il parle du peintre, et il dit, je l'envie d'avoir cru, en fait, comme ça, de manière absolument naïve, etc. J'ai l'impression que tout ce qui se fabrique à travers le personnage de la fée électrique, quoi, c'est la dimension foraine, mais aussi peut-être une dimension du cinéma qui est aussi celle des origines, peut-être. Et j'ai l'impression qu'elle, en fait, elle donne à voir du cinéma, elle se fait du cinéma aussi, et que c'est un peu un enjeu dans le film. J'ai apprécié cette dimension-là, quoi. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il a besoin de retrouver un petit peu, je dirais, un cadre de comédie assez classique, c'est-à-dire un monde où les notions du faux et du vrai s'inversent en permanence, se renversent, et il faudra passer à travers le faux pour atteindre le vrai sentiment. Et oui, il est obligé de se créer un univers un peu à part d'aujourd'hui, où toutes ces questions ont quand même été largement renversées par
par la modernité technique, et je dirais même la modernité numérique pour arriver à aujourd'hui où voilà, toutes ces questions ont été rebattues. Donc il est obligé de reconstituer un passé, donc on l'a dit, ces années 20, et même entre ces personnages, une petite bulle d'illusion, de mystification, d'imposture, voilà, de jouer sur cette imposture et ce jeu de masque pour raconter cette histoire. Ça c'est vrai, mais quelque part c'est ce que faisait Lubitsch aussi quand il fait Haute Pègre, Trouble in Paradise. Il se transporte dans un Venise fantasmé, ou quand je sais plus comment s'appelait le film. Enfin voilà, Serenada 3, c'est dans les hautes sphères de la société, etc. Enfin il s'agit toujours de se mettre dans un espace où le jeu de la comédie devient possible. Moi j'ai pensé pas mal à Billy Wilder aussi, parce qu'il y a quand même tout ce qui passe par l'argent quand même, qui me semble, correspond un peu à cette manière un peu cruelle qu'il a de parler de la société. Mais je pensais à Irma la Douce par exemple, qui se passe à Paris, mais dans un Paris de carton-pâte quand même, qui se donne comme tel, et pourtant ça marche très bien effectivement. Ouais, tout à fait. Mais là-dessus, moi je trouve que le film est très réussi, et que c'est un bonheur de traverser comme ça cette écriture de Salvadori. Oui. Moi, c'était juste pour une remarque par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au côté très produit du film. Moi, tout au début, pendant peut-être le ou les 2 premiers flashbacks, c'était tellement propre et justement moderne dans les costumes et l'attitude notamment, et le jeu de Pio Marmaille, que j'ai cru, vu qu'on m'avait dit que le film jouait sur plusieurs temporalités, qu'il y avait même des anachronismes, et que même on était dans le temps, des temps modernes en fait, pendant le flashback. Et je comprenais pas au début, j'ai fait d'accord, en fait on est dans le passé de eux, parce que tout était tellement propre et tellement, même dans vraiment, costume, tout, que j'ai eu du mal à comprendre qu'on était vraiment, qu'elle s'imaginait pas un passé du futur, enfin un futur du passé. Voilà, juste ça m'a fait moi cette sensation-là, peut-être que je suis tout seul, mais Non, mais c'est vrai je suis d'accord, parce que entre la pesanteur de la production, qui est quand même assez, qui en impose quand même malgré tout, et la légèreté que requiert la comédie, il y a parfois une petite contradiction dans le film, ou une tension, on va dire, ce qui n'empêche pas d'être bien mené, d'avoir son rythme et tout, mais parfois on se dit est-ce que ça aurait pas mérité un petit peu plus de souplesse, c'est vrai qu'on sent le début du film, il y a carrément des paysages numériques, un Paris numérique et tout. Oui. On se dit où est-ce qu'il va trouver l'espace là-dedans, avec ce décor, ces roulottes, tout est très construit, reconstruit, reconstitué. On se demande à un moment et puis moi je trouve qu'il le trouve, et qu'il arrive à faire respirer. Et quand on bascule dans la comédie de personnages, c'est-à-dire ce jeu avec les caractères, les rôles, les places qui circulent, etc., là il est très bon. Mais au début on a un peu peur, on se dit est-ce que ça va pas être un peu étouffant, ce bric-à-brac forain, etc. Mais voilà, et en plus, je trouve qu'il retombe vraiment bien sur ses pattes, en commençant avec le numéro de Vénus Electrificata, et en résolvant l'histoire précisément sur cette même scène. Où l'électricité va réveiller le personnage un peu à la Frankenstein comme ça, et marquer justement une sorte de vérité amoureuse qui était complètement exclue du numéro au début. Donc finalement il retombe très bien sur ses pattes. Et pareil, c'est drôle parce que finalement, oui, les 2 seuls reproches que j'avais à faire au film, c'était en effet le début, où j'ai eu du mal un peu à comprendre, et puis et la fin, parce que la fin, cette espèce de revival bien heureux de Roméo et Juliette, avec d'abord l'instauration du drame, avec ce faux pendu, et on se dit vraiment exactement Roméo et Juliette, mais dans la peau d'adulte, on va dire, parce qu'il y a de la manipulation et tout ça comparé à Roméo et Juliette, mais pour après finalement les faire ressusciter. Bon, je sais que c'est une comédie, mais je trouve qu'il y a beaucoup à la fin de va-et-vient dans les rebondissements qui font que
un peu dommage. Moi, ça m'a Alors là, oui, non mais je comprends. Alors sur la fin, moi je suis un petit peu plus tolérant. Pourquoi ? Parce que bon, c'est la convention, c'est le retour de la convention à la fin. Finalement, voilà, il faut que l'amour s'accomplisse, c'est celui qu'on attendait depuis le début. Voilà. Mais justement, il en passe par une phase de mélodrame. Mais de mélodrame explicite avec la musique, le piano triste, etc. Et je pense que la vraie fin du film, c'est ce qu'il avait remué un petit peu tout du long, c'est la mort en fait. C'est là qu'il trouve peut-être sa véritable destination, son véritable sujet. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans l'amour qui serait foncièrement morbide ? Je pense que c'est un peu la question qu'il remue. Alors, évidemment, on se dit, oui, ce mélodrame, il a un peu des grosses ficelles. Mais est-ce que quelque part, les grosses ficelles, c'est pas ce qu'il nous a montré tout du long ? Et ce, dès le début, en exhibant les artifices, en montrant la soufflerie, en montrant les rouages, etc. Il nous a tellement ouvert son laboratoire comique, quelque part, que on se dit, Salvadori aussi, lui, il utilise des trucs et il va nous tirer les larmes, il va nous faire le truc du mélodrame, etc. Et je trouve que quelque part, ça boucle bien ce qu'on a vu, et ça le met au niveau un peu méta-narratif, si on voulait employer des gros mots, quoi. Voilà. Mais je comprends, hein. Oui, il y a moi c'est pareil, le début ça me gratte un peu, je me dis voilà. Et ça m'avait vraiment fait penser au tout début de Edmond, que j'ai regardé en replay. J'ai juste regardé le début. Quand j'ai vu la bouillie numérique, j'ai arrêté, mais c'est peut-être que j'ai eu tort, hein, mais tout le début où on voit un plan sur Paris qui est complètement faux, et ça m'a fait un peu cet effet. Je me suis dit, oula, dans quoi on s'embarque ? Mais en fait non, après c'est effacé. C'est à la fois formidable que Salvadori, qui est un auteur qu'on aime, quelqu'un qui fait des bonnes comédies françaises, accède à ce niveau de production, parce que quelque part son parcours l'a amené là. Il a eu des grands succès publics et aujourd'hui il peut faire un film comme celui-là, et on se dit, voilà, est-ce que ça va pas avoir raison de lui ? Moi je ne trouve pas, mais c'est vrai qu'au début la question se pose, parce qu'on sent que malgré tout l'enjeu d'un tel film, c'est d'être un succès public, qu'il y a un certain niveau de production qui impose quand même d'avoir du spectacle, des costumes, etc. Tout ce qu'on a dit, quoi. Et bon, mais je trouve, ça serait resté sur cette note initiale. Bon, le film m'aurait un petit peu plus dérangé, mais je trouve justement qu'il arrive à se rétablir. Alors, je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, c'est la deuxième fois que je le vois. Et je suis venue parce que vous étiez là. Vous savez merci. Je suis une groupie admiratrice de vos commentaires. On enregistre, hein, j'espère qu'on enregistre là. Et alors, la première fois, j'ai cru rentrer dans Amélie Poulain. Alors, je me suis dit, je ne vais pas tenir là, c'est sûr. Et je me suis un peu accrochée. Voilà, on était toutes les deux. Hein. Et après, moi je trouve que il y a une subtilité c'est une espèce de comédie de remariage qui est vraiment passionnante, parce que vraiment il nous emmène, c'est tortueux, avec effectivement le mensonge, les trucages, d'ailleurs les couteaux. Là je trouve ça génial, la scène avec les couteaux dans la foire. En gros le film m'a plu. Moi j'étais aussi très gênée parce que c'est trop léché. Les décors, les costumes, il y a rien qui pêche, quoi. C'est trop, c'est gênant. Alors aussi le fait qu'on se cache, qu'on mente, je me demande si c'est pas lié aussi à la période entre la fin de la Première Guerre mondiale et 1936. Ça a été une période très particulière où effectivement, puis c'était aussi la foire, la folie. On dit les années folles, les années 20, voilà. Les acteurs sont tous formidables. Et par contre, vous nous dites que c'est à 4. Moi, je dirais 4,5. Parce que la copine qui lit aussi l'histoire et qui l'écoute, ce personnage est vraiment intéressant. C'est comme si c'était nous, en fait. Elle est spectatrice, elle aussi, dans le film. Et oui, c'est un film assez réjouissant, hein, évidemment, même s'il y a une part sombre au fond, qui est effectivement le désir de suicide, la mort, l'amour qui est effectivement lié à la mort. Donc, en gros, c'est un film qui fait du bien. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, je n'ai rien à ajouter et je capte le terme comédie de remariage. Bien sûr que c'est ça.
évidemment. Mais autre référence à la comédie classique hollywoodienne, où le motif du remariage, voilà, était évidemment très souvent en jeu. Mais oui, très juste. Ces différents remariages, en plus la superposition, c'est pas compliqué, mais en même temps c'est intéressant. Quand elle lit le baiser et où il y a deux voix et sont filmées deux images, je trouve que c'est vraiment là on n'arrête pas de se remarier, quoi. C'est voilà, c'est des passages. Mais plusieurs fois dans le film, c'est comment une écriture, un tableau, une œuvre vont permettre de rentrer dans le regard de l'autre et de voir quelqu'un avec un autre œil. Et c'est marrant parce que c'est en voyant à travers les yeux d'Irène que Suzanne se met à aimer Antoine. Et il y aura ça plusieurs fois dans le film, cette espèce de glissement là. Comment le désir, c'est jamais deux personnes, et ça en passe toujours par une autre, hein. Il faut triangulariser comme ça, et ça c'est assez habile. Oh, c'est des trucs de comédie, encore une fois, mais il le fait bien. Peut-être aussi de l'apprentissage de l'amour, parce que cette jeune fille qui fait semblant de tomber amoureuse d'une manière électrique ne connaît pas le véritable amour. Et elle apprend à travers les yeux de la compagne d'Antoine comment on peut accéder à cette relation. Et moi, il y a deux références. J'ai trouvé que c'était très théâtral. Ça m'a fait penser au théâtre de Molière, la comédie de Molière. Et j'ai pas du tout été gênée par les gros plans sur les visages. Voilà. Et ça m'a fait penser à Elephant Man aussi. Parce que vous parliez de ce milieu-là en disant que c'était trop léché, ce que tu disais tout à l'heure. Mais Elephant Man, c'était un drame. Et c'était pas du tout léché. Là, on était dans vraiment le dur. Et ce monde, je pense qu'il l'a volontairement rendu féerique pour accéder à la comédie. Et puis une dernière chose, moi j'ai beaucoup ri. Je trouve que c'est un film qui apporte beaucoup de plaisir, de joie, de second, de dérision. C'est chouette. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah, voilà. Ça me fait plaisir. Moi aussi, je trouve le film très drôle. C'est peut-être ça, quelque part. Là. J'ai oublié de le dire au début, mais c'est peut-être le premier truc qu'on pourrait dire pour une comédie. Bon, c'est qu'elle est drôle et que, c'est pas seulement ça, c'est aussi que les dialogues sont très brillants. Ouais. Les dialogues sont brillants. Il y a une invention quand même dans chaque scène de considérer la position relative de chaque personnage les uns par rapport aux autres, les jeux de désir, les jeux de masques, etc., pour le faire rejaillir dans le dialogue avec tout ce que ça implique de quiproquo, de confusion, de prendre l'un pour l'autre, etc. Et vraiment, là-dessus, c'est un très beau travail qu'il fait dans les scènes. Et c'est vrai que, je pointais quelques limites. Moi, ça ne me dérange pas non plus que le film soit très serré. Je trouve qu'il y gagnerait des fois à ouvrir un peu le champ, mais à la limite, il y a tellement de plaisir à juste écouter cet échange de répliques. C'est jubilatoire. Que ça marche très bien. Dans les échanges. Oui, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, je ne connaissais pas du tout ce metteur en scène, donc je le découvre à travers ce film. J'ai bien noté les références historiques de la période filmée, vous dites après-guerre, donc après 14-18, une guerre quand même qui a fait d'énormes massacres et qui a laissé d'énormes cicatrices. Donc moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, bien sûr, c'est la construction avec les personnages qui s'imbriquent les uns dans les autres avec leurs histoires. Mais le point de départ, c'était quand même l'histoire de cette jeune femme là qui fait la Vénus électrique et qui, manifestement, elle est un peu contrainte d'exercer ce métier entre guillemets parce que elle vient d'un milieu, enfin c'est l'interprétation que j'en fais, un peu misérable quand même. Elle vit dans une roulotte. Il y a un type qui l'exploite à fond, qui lui donne pas son argent, etc. Donc il y a cette approche quand même très réaliste aussi du moment de l'époque, puis qui après tourne en comédie, puisque c'est une histoire et le cinéma est là aussi. Mais on rentre très facilement dans cette intrigue finalement. Enfin, pour moi, ça a été, j'ai suivi le pas à pas du jeu des 4-5 personnages.
Et donc, voilà, je trouve que... après, je l'ai trouvé un petit peu long vers la fin, parce que, bon, on a compris qu'il y avait autre chose que... Et cette jeune femme, elle rentre dans cette histoire à chaque fois pour gagner un petit peu plus d'argent. On voit bien que son niveau de vie s'élève un peu, et à travers ce jeu un peu de sentiments et de... vous dites que ça a été tourné à Paris, mais dans quel quartier ? Je sais pas où ça a été tourné. Vous avez évoqué Saint-Ouen, mais... Ça ouvrait sur une image numérique de Paris, mais où est-ce qu'il a été tourné, ça je pourrais pas vous le dire, je sais pas exactement. Dans un moment je pensais à Montmartre, mais bon, après je me suis dit non, c'est pas du tout Montmartre, mais je sais pas. Ouais. Bon, il y a des plans des fois en extérieur à Paris, mais bon, ça indique pas mais précisément. L'aspect aussi, oui, l'aspect forain, si vous voulez, est intéressant aussi, parce que moi j'ai un peu connu ce monde, enfin des amis qui étaient forains justement. Il y a ce plaisir de faire véhiculer de la joie parmi les gens, un plaisir simple, parce que bon, c'était pas des prix excessifs quand on allait à la foire pour essayer de passer un bon moment. Mais effectivement, c'est toujours truqué, quoi. C'est jamais vraiment. Mais bon, après ça fait partie aussi du jeu de ce qu'on appelait la foire, quoi. Oui, c'est un spectacle populaire, la foire. Et puis c'est aussi les origines du cinéma. Ouais, à part un peu long vers la fin, mais bon, voilà, quand il se pend. Bon, au bout d'un moment, bon, vas-y, décroche-le, quoi. Il y a plusieurs fins, quoi. Voilà. Il pourrait y avoir plusieurs fins, puis il pousse toujours un petit peu pour revenir à la foire. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais dire ce qu'a dit le monsieur au tout début au sujet des décors. Moi aussi, ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce que j'ai trouvé ça tellement juste. J'ai trouvé les dialogues brillantissimes, etc. Mais vraiment, alors... Anaïs de Moustier, elle pourrait jouer un pot de fleurs, quoi. Ouais. Je veux dire, je l'ai trouvé exceptionnel. Comment ça, un pot de fleurs ? Pio Marmaille, j'ai trouvé qu'il était super. Enfin, vraiment, je les ai trouvés très, très bien. En revanche, pour moi, c'était forcément drôle parce que c'était l'histoire d'une supercherie. Et qu'une supercherie, c'est forcément drôle. Et en revanche, contrairement à ce qui a été dit, moi, je l'ai trouvé très actuel. C'est-à-dire qu'un siècle après... C'est une autre forme de supercherie qui ne se passe pas dans un cirque, mais qui se passe avec, par exemple, les téléphones portables, où n'importe qui est prêt à croire en l'amour. Je veux dire, ça reste magnifique, je trouve, qu'un siècle après, n'importe qui... Il y a des personnes qui sont... Et j'ai trouvé ça... maintenant, ça passe par ça, quoi. Je veux dire, quelle est la personne qui ne rêve pas d'être aimée totalement pour ce qu'elle est, ou peut-être même pour ce qu'elle n'est pas, ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé très, très, très actuel, et puis... très beau film, en tout cas. Ça vous a plu, alors ? Oui, vraiment. Pas trop gêné par les décors ? Alors, non. Au début... Un tout petit peu. J'ai trouvé que c'était vraiment très... Faut arriver à rentrer dedans, quoi. C'est pas... Voilà, après, on oublie, mais voilà... Mais vraiment, j'ai trouvé très beau. J'ai oublié. Après, voilà, ça m'a tous ces rebondissements. Et puis, alors, à la fin aussi, comme monsieur l'a évoqué, comment dire, ça, la happy end, bon, voilà. Mais franchement, ça m'énervait qu'il meure, quoi. Je veux dire. Donc finalement, ça m'ennuyait. Ça m'ennuie. Quand j'ai dit oh non, ils vont mourir, etc. Puis alors quand j'ai vu que finalement ils se réveillaient, j'étais contente. Là, tout va bien. Voilà. Mais un très beau film. Oui, il y a un petit peu de cruauté, mais pas trop quand même. Faut pas non plus abuser. Oui. Juste pour dire merci déjà, parce que c'est un film, on en a discuté tout à l'heure, mais c'est vrai que je le mettrais peut-être dans le podium de Salvadori. Même si pour l'instant, il faudrait le revoir, parce que Les Apprentis restent mon... Les Apprentis, top, on le recommande à tous ceux justement qui nous disaient que on connaissait pas Salvadori et tout. Voyez Les Apprentis, c'est vraiment un film formidable. Ça va vous rappeler beaucoup de choses. Non, et je ne veux pas répéter ce qu'ont dit tous les gens, effectivement je suis assez d'accord. Et sur le côté, des fois, beaucoup sur les visages et pas assez un recul de la caméra. Je prends deux exemples, dont un qui a déjà été pris, effectivement, quand il a son faux suicide, il est accroché et le louche débarque. C'est vrai que là, il prend un peu de recul et ça fonctionne. Et il y en a d'autres, il aurait pu, c'est pas catastrophique parce que les dialogues sont magnifiques, mais et les dialogues et leur interprète, ça le fait sur les visages. Mais il y en a un autre au tout début, lors de sa première séance chez lui, et quand elle essaye de manger du raisin, tout ça, on prend du recul, on est obligé, et ça fonctionne du tonnerre, c'est génial, quoi.
pour rebondir juste sur ce qu'a dit la dame juste avant moi, effectivement, c'est tout à fait ça. Au XXIe siècle, il y a un faux Brad Pitt, il n'y a pas longtemps, qui a arnaqué une dame qui était en demande d'amour. Ouais, on en rigole, mais effectivement, voilà ce que ça a donné, quoi. Et pour finir, a priori, il y a des endroits où ça fait petite rue de Paris. C'est dans un parc à Liège. Et grâce à vous, parce que ça fait plusieurs fois, même plusieurs années que je vois cette rue de Paris qui est beaucoup utilisée à la télé, notamment dans les séries Canal+, comme Paris 1905, 1910. Là, elle est utilisée quand elle va mourir, Villa-Laponce, quand on sort de la boutique de Lelouch. Et en fait, c'est la rue Malbranche. On est à quelques pâtés de maison, à moins de 10 minutes du Panthéon. Ah, c'est ça. Et voilà, il y a toujours la partie. Ce truc à deux niveaux, là, on descend et elle est à deux niveaux. Et alors, elle est limite trop de tournage. Quoi. Ouais, on la voit dans trop de films. Ouais. Ouais. Et j'ai même vu sur place qu'il y avait des portes qui étaient doublement fermées parce qu'il y a des gens qui sont tellement curieux. Voilà, quoi. Mais c'est pas inintéressant parce que tout ce qui est entre 1850 et 1950, les Français et autres, ils vont tourner là-bas. Quoi. C'est typiquement cette scène-là avec le bus où je trouve qu'il aurait dû prendre un peu de champ. Parce que l'action méritait justement... bon, après, c'est peut-être des questions de limitation, etc. Hein, et ça se discute, hein, on peut ne pas être d'accord. Mais bon, voilà, des fois, oui, on est un peu confiné. Mais bon. C'est juste une question de curiosité. Ouais. Ce film a été annoncé comme ayant fait l'ouverture du festival. Mais sur quels critères on se base pour... Pourquoi ce film a-t-il été choisi pour faire l'ouverture, quoi ? Ah bah alors je suis pas dans la tête du sélectionneur, mais pourquoi en fait pour faire l'ouverture d'un festival il faut un film un peu fédérateur, donc une comédie c'est pas mal, une production française parce que le festival de Cannes est un peu la vitrine comme ça du cinéma français, et puis quelque chose qui peut parler aussi un peu au public international. Alors on pourrait penser qu'une comédie française très dialoguée c'est un peu local, etc. Mais bon, je pense que ça a été le pari des sélectionneurs pour En fait, ce film, il a plusieurs facettes, donc. Ouais. Mais souvent, ils essayent de trouver un truc un peu populaire, un peu large comme ça pour l'ouverture. Ils vont pas mettre un espèce de drame sur la guerre en Ukraine. Enfin voilà, ils essayent de lancer un peu les festivités. Donc voilà, ils essayent de trouver un film assez grand public, assez bon. Je crois qu'il a été assez apprécié d'ailleurs, il me semble, par oui. Par les festivaliers. Il a été d'ailleurs plutôt bien accueilli par la critique. Hein. Faut le dire, c'est pas souvent pour un film d'ouverture. Souvent, ils sont un peu, ils sont assez attaqués. Et celui-là, mais parce que la cinéphilie aime bien Salvadori. Il est reconnu pour toutes les qualités que je vous ai égrenées au fil de la conversation. Il est assez apprécié de la cinéphilie. Il a une œuvre. Comme Bruno Podalides par exemple, hein, et voilà, et c'est quelqu'un vraiment qu'on aime suivre et qui a un petit peu les faveurs aussi de la presse, pas toujours, mais là en l'occurrence le film a bien pris. Je n'ai pas les chiffres des salles, faudra regarder s'il marche ou s'il marche pas, je sais pas encore exactement, mais en tout cas c'est quelqu'un de suivi, hein, Salvadori. Et je voulais faire une petite remarque aussi sur l'affiche du film, quand même noter que ça devient très rare d'avoir des belles affiches de films. Et encore, en fait, c'était l'affiche qu'on appelle de teasing, ou je sais pas, c'est une affiche qui annonçait le film bien avant sa sortie. Et ils ont sorti une deuxième affiche pour quelques semaines avant le film avec les visages des acteurs, qui n'a rien à voir. Je trouve que voilà, là on avait vraiment un exemple de ce qu'on voudrait voir plus. Exactement, un dessin, une création plastique qui servent d'affiche, plutôt que les montages photos moches qu'on a trop souvent, malheureusement, et qui sont devenus la règle. Et là, il y a un dessin qui fait un peu art déco. Qui rappelle ce style des années 20, quoi. Et en effet, elle est très belle. Juste pour conclure peut-être, parce que je crois qu'il est tard, je ne sais pas. Oui, c'est vrai que c'est très difficile de trouver aujourd'hui des bonnes comédies. On court après, elles sont exceptionnelles. Oui, moi je suis tombée dans les Podalides, évidemment. Mais je repars toujours sur les vieilles comédies quand j'ai envie de rigoler, et on a plutôt envie de rigoler en ce moment, je trouve. Je suis un peu à court d'idées, si ce n'est retourner sur les bons vieux classiques.
C'est rare, hein. C'est vrai que c'est devenu rare. C'est un genre qui tire un peu la patte, surtout en France, où on a eu des bons cinéastes de comédie, toute une galerie de grands acteurs comiques, de Funès à Pierre Richard et bien d'autres qui m'échappent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une crise du genre, clairement. Et heureusement qu'on a des personnalités comme Salvadori qui maintiennent une certaine tradition d'écriture. Je dis pas tradition au sens écrasant, etc., mais qui entretient ce jeu, cet esprit de travailler ces personnages, de creuser les situations et tout, parce que c'est pas si fréquent. Et en effet, Ouais, comme Dupieux aussi. Et Dupieux, alors Dupieux, c'est spécial. Oui. Ah, mais je pense que c'est un peu différent, parce que c'est une comédie. Il y a une part d'étrangeté, d'absurde, de surréalisme qui se mêle à ça, qui peut être très drôle, hein, tout à fait, mais qui est. Alors Salvadori, on a un représentant du canon comique. Voilà, on a remonté un petit peu toute la lignée des influences, et voilà, il y a cette dimension-là. Et hier soir, je suis allée voir celui qui a fait la clôture. L'objet du délit, Daniel Jaoui. Ah oui. Écoutez, c'est vraiment bien. Ouais, bien. Oui, puis c'est drôle. Et en même temps, un peu de la même manière, ça traite d'un sujet, de plusieurs sujets, et c'est pas que drôle, on aborde des questions vraiment intéressantes d'aujourd'hui, et tout ça si on aime les Noces de Figaro, on aime les Noces de Figaro. Presque toute la partition avec des grands chanteurs. Bon, tout est doublé évidemment. Vraiment, ça vaut le coup de le voir. Et là, voilà, j'oubliais Agnès Jaoui, Bacri qui est décédé, mais voilà, ça faisait partie. Et puis il y a encore le sens de la fête et parfois c'est Nakache Toledano. Voilà, Nakache Toledano. Pas toujours convaincu. Dans un esprit très fédérateur, voilà. Bon. Et puis les deux frères Larieux aussi. Les Larieux, oui, qui sont un peu à la frontière du cinéma d'auteur. Mais oui, on peut les. Et Kerven et de Lépine, mais Kerven qui joue dans le film d'ailleurs. Qui joue dans le film, Titus, là, le battleur de foire, qu'on retrouve. Donc il y en a quand même quelques-uns, mais quand on a fait le tour de ceux-là et que ceux-là sont en manque, qui sont justement pas en train de sortir un film, on se dit je vais voir quoi. On attend surtout peut-être un renouvellement générationnel, parce que Salvadori, il a quoi ? Il a 60 ans, quoi, peut-être un peu plus. Et c'est vrai qu'il représente une génération qui a commencé dans les années 90, et aujourd'hui on attend peut-être aussi de nouvelles voix, de nouvelles écritures comiques, sans doute qu'elles sont en train d'émerger. Faut bien regarder, mais c'est aussi ça qui fera le renouvellement du genre aussi, hein. C'est l'émergence comme ça de nouveaux talents, de jeunes gens de 20 ans comme ça qui vont faire peut-être régner un nouveau style, qui sait. Voilà, pas de remords, pas de dernière chose à dire, non, c'est bien. Alors merci beaucoup Mathieu, et j'en profite pour dire que c'était la dernière séance de l'année avec toi. Et qu'on te retrouvera en octobre prochain, au fil de l'actualité. On va essayer, on a le temps pour trouver le prochain film, mais on va essayer de trouver un bon truc. Merci beaucoup, merci.